Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la télévision BF1. C'est un secteur qui fait appel à 2,5 millions de Burkinabés, mais il bénéficie à plus de 5 millions de nos compatriotes. Le secteur artisanal de l'or est en pleine expansion dans notre pays, mais force est de constater qu'en dépit de son importance, c'est l'un des secteurs les plus marginalisés en termes d'accès aux services bancaires institutionnels. Les institutions ne font pas suffisamment confiance aux exploitants artisanaux et pourtant le besoin de financement est bien réel. Le besoin est donc réel. C'est dans ce contexte que le projet Fondation pour la paix dans le secteur de l'extraction artisanale de l'or au Burkina Faso a vu le jour il y a 2 ans à travers le système autonomisation des femmes par l'épargne et le crédit communautaire responsable. Il a été mis en place des associations villageoises d'épargne et de crédit. Objectif, renforcer les capacités des communautés minières artisanales et à petite échelle à assurer leur sécurité économique ou inclusion financière. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qui a été réalisé en 2 ans? Cette expérience mérite-t-elle d'être mise à l'échelle nationale? Toutes les parties prenantes sont avec nous ce soir. Il s'agit d'abord de Désiré Nikiema, coordinateur Afrique de l'Ouest de ARM, l'Alliance pour une mine responsable, porteur du projet, en collaboration avec l'ONG Impact, une ONG justement représentée ce soir par son point focal, Amadou Dera. Bonsoir, monsieur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Sur le plateau également, nous avons Siaka Zagré. Il est le président de la délégation spéciale de Réau. Merci, monsieur Zagré, d'avoir accepté notre invitation. Puis, à ma gauche, à l'extrême gauche, nous avons Lucie Cabri-Caboré, présidente de l'Association des femmes du secteur minier du Burkina. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas tout. Avec nous également, un public à gauche et à droite, composé essentiellement de responsables administratifs et de bénéficiaires directs du projet. Bonsoir, messieurs, mesdames, et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, pour commencer, quelle est la situation aujourd'hui du secteur de l'exploitation artisanale de l'or? Merci beaucoup. Faut dire que la situation actuelle du sous-secteur de la mine artisanale à petite échelle au Burkina Faso est dans une situation à fort taux de défis. Et donc ces défis-là font aujourd'hui qu'il y a pas mal d'acteurs comme les ONG, comme les nôtres, comme Impact, avec qui nous mettons en œuvre le projet, qui essayons aussi d'apporter notre contribution pour relever ces défis-là. Parce qu'aujourd'hui, on a un sous-secteur qui occupe des millions de personnes au Burkina Faso, qui malheureusement n'a pas aussi le même accompagnement que d'autres secteurs d'activité, notamment comparativement à l'agriculture ou à l'élevage. Alors qu'aujourd'hui, vu la situation que nous vivons et que connaît notre pays, en réalité, beaucoup de personnes sont venues encore sous forme de résilience, c'est se mettre dans le domaine de la mine artisanale à petite échelle. Alors que l'accompagnement et le besoin, notamment sur les questions d'accompagnement financier, ne suit pas. Donc c'est un sous-secteur qui est pour le moment livré à lui-même, avec des tentatives d'encadrement et d'acteurs qui essaient d'accompagner. Et donc nous aussi, on essaie un peu de jouer notre partition à permettre à ce sous-secteur-là, qui est vraiment un sous-secteur porteur, s'il est vraiment encadré et que les conditions sont mises en place pour que son impact soit vraiment réel au profit de toute la communauté et de toute la communauté minière, mais aussi de la nation entière. Merci, Nikema. Du côté des Réau, quelle est la situation? Ok, nous allons vous dire merci. Nous sommes vraiment très contents d'être les bénéficiaires directs du projet, parce qu'au niveau de la commune de Réau, le projet en tout cas a été mis en œuvre durant 2 ans et nous voudrions très sincèrement dire merci en tout cas au consortium d'ONG qui ont contribué à la mise en œuvre de ce projet. J'ai nommé Impact et Alliance pour une mine responsable. Et je voudrais également dire merci en tout cas aux artisans miniers qui ont été également les bénéficiaires directs. Et il faut dire que ce projet a permis d'organiser ces acteurs-là qui, on le sait, c'est vraiment un milieu très difficile. Malgré ça, en tout cas, ils sont allés véritablement au charbon, ils ont pu les organiser. Et également, je dirais que
ces artisans miniers, à travers ce projet-là, ont contribué en tout cas à la mise en œuvre du plan communal de développement, parce que nous capitalisons également les actions. Ils ont eu en tout cas à faire des dons aux différents CSPS. Je parle notamment du CSPS de Bonyolo au niveau de la commune de Réau. Donc on leur dit merci, nous capitalisons tout ce qu'ils font. Et en termes de perspective, c'est demander encore plus d'accompagnement à ces acteurs-là qui sont des acteurs de développement. Merci. Tout à l'heure, vous avez reconnu que c'est assez difficile. Quand vous parlez de difficultés, de quoi s'agit-il exactement? Oui, quand on parle de difficultés, au niveau, je parle de l'orpaillage. Oui. Sur les sites, vous savez ce qui s'y trouve. Et aujourd'hui, pénétrer ce milieu est très difficile, mais avec beaucoup de stratégies, de stratagèmes, ils ont réussi en tout cas à les organiser pour, en tout cas, dans le cadre du projet Fondation pour la paix dans le secteur de l'extraction artisanale de l'or au Burkina Faso. Alors, comme défi majeur, c'était vraiment l'autonomie économique et également l'inclusion financière. Et je pense qu'au niveau de ce volet-là, ils ont réussi en tout cas à mettre des associations villageoises d'épargne et de crédit qui est vraiment une structure qui leur a permis en tout cas de plus s'épanouir au niveau des sites. Merci. Madame, aujourd'hui, quand on parle de 2,5 millions de personnes qui travaillent, en tout cas directement dans ce sous-secteur, est-ce qu'on a pu estimer jusque-là la représentativité des femmes dans ces 2,5 millions de Burkinabés? D'accord. Merci bien, M. Traoré. C'est difficile parce que même au niveau des mines industrielles, on n'a pas pu établir un taux véritable de participation des femmes. Voilà, donc encore moins dans ce secteur où je pense que M. le préfet vient de le dire, c'est un secteur difficile. Et dû aussi à la mobilité des gens, c'est difficile. Et la FEMIB en 2016, on a essayé de faire une cartographie des associations féminines dans ce secteur-là et partant connaître un peu le nombre de femmes qui y travaillent. Mais c'est un peu difficile parce que les gens viennent, ils partent, d'autres arrivent, ils s'installent 2 mois, ils s'en vont. Et même au niveau des villages d'accueil de ces sites, vous savez que les sites sont à proximité de certains villages. Même au niveau village, les autochtones même qui pratiquent leur paillage, les femmes, on ne peut pas les identifier tous les jours, donc on ne peut pas avoir de données fiables vraiment. Mais nous savons que les femmes sont très présentes sur les sites d'orpaillage et toute la chaîne de valeur, elles y sont. Merci beaucoup. Alors, M. Dira, parler de ce sous-secteur, c'est aussi se rendre compte que c'est un domaine qui va de pair avec la fraude. Je pense notamment à la vente illicite de l'or. Quelle est aujourd'hui la situation? D'accord, merci bien M. Traoré. Je vais revenir d'abord sur un peu la situation d'ordre général et surtout la perception d'ordre général qui est actuellement celle du sous-secteur de l'exploitation minière artisanale à petite échelle, qui effectivement, comme déjà dit par mes prédécesseurs, est très difficile. Nous, en tant qu'ONG, nous en sommes conscients, mais nous sommes dans une logique quand même assez, j'allais dire, optimiste, parce qu'il ne s'agit pas pour les acteurs de se replier, de décrier, mais comment est-ce que nous pouvons apporter notre touche à améliorer les conditions de travail de ces acteurs-là. Comme vous l'avez dit, plus de 2,5 millions, mais ça, c'est peut-être des chiffres qu'on essaie d'avoir officiellement. C'est une estimation. Mais la réalité, ça va bien au-delà de cela. Donc, pour nous, c'est un secteur qui est très stratégique, que les autorités, les gouvernants de la question minière ont intérêt à prendre très au sérieux et l'accompagner dans une approche très méthodique pour justement que ce sous-secteur puisse participer sur les questions d'ordre socio-économique, sur les questions, je dirais, même géopolitiques, parce que l'aspect lié justement, comme vous le dites, à la fraude, à la commercialisation de l'or nous fait perdre énormément de ressources. Non seulement l'État perd énormément de ressources, les acteurs également prennent énormément de risques. Et je pense que c'est par rapport à tout cela que peut-être nous en viendrons, mais l'un des piliers de notre projet a également travaillé à identifier un certain nombre d'incitatifs, d'obstacles et d'incitatifs qui soient de nature à promouvoir la pratique légale de l'or et la commercialisation légale de l'or.
C'est donc dans ce cadre que le projet, je le disais, Fondation pour la paix dans le secteur de l'extraction artisanale de l'or au Burkina Faso a vu le jour il y a 2 ans. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le projet Fondation pour la paix dans le secteur de l'extraction artisanale de l'or a pour vocation d'apporter sa contribution pour un secteur d'extraction artisanale, comme on l'a dit, davantage responsable, avec 3 composantes essentiellement qui sont visées. La première composante, c'est celle dont nous allons le plus échanger aujourd'hui, la question de l'inclusion financière des communautés minières artisanales, parce que le constat est que c'est un sous-secteur qui fonctionne, mais qui n'a pas accès à un quelconque mécanisme de financement classique. Donc pour nous, sur cette composante, nous avons vraiment proposé des initiatives qui sont, je peux dire, une base pour aller vers un système d'accès aux mécanismes de financement de ce sous-secteur-là. Alors la deuxième composante porte plus sur les incitatifs à la promotion de la pratique légale de l'or, où nous avons travaillé avec un certain nombre d'acteurs, aussi bien au niveau étatique, les organisations de la société civile, les ONG, les artisans miniers et les acteurs du secteur privé, toutes les parties prenantes qui sont quand même des ressorts pour apporter leur contribution en termes d'idées ou de décisions adéquates qui facilitent la pratique légale de l'or. Parce qu'on aurait identifié à travers cette méthodologie des obstacles qui méritent d'être réformés. Et la troisième composante, elle est beaucoup plus d'ordre institutionnel, où nous allons accompagner les services techniques en charge de la question de l'exploitation minière artisanale à travers une analyse sur toujours les difficultés d'application de la loi et identifier des stratégies à mesure de faciliter l'exécution des tâches qui leur sont dévolues. Vous avez tantôt parlé d'obstacles. Tout de suite, quand vous partez sur le terrain, c'est quoi le constat? Alors, quand nous parlons d'obstacles, c'est déjà sur le plan législatif et réglementaire qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui ont pu être dégagés dans les échanges avec les acteurs. L'un des obstacles, par exemple, c'est la question d'accès aux ressources. Actuellement, les artisans miniers estiment avoir besoin d'un certain nombre de réformes qui facilitent l'accès, notamment sur et ce que nous proposons comme incitatif, ce sont des couloirs, par exemple, des couloirs d'exploitation artisanale qui puissent désormais permettre à ces artisans de savoir où est-ce qu'ils peuvent travailler sans être en conflit avec les miniers industriels, par exemple. Un autre obstacle, c'est peut-être lié également à la question dont nous allons aborder, la question de financement. Ça, c'est un obstacle également à la pratique légale. Puisque si au plan institutionnel, rien n'est fait pour accompagner les artisans, c'est difficile par la suite de les récupérer pour les faire accéder à cette pratique légale-là. Donc voilà, entre autres obstacles, je pense qu'on pourra y revenir au besoin. D'accord. Monsieur Nikema voudrait ajouter quelque chose par rapport à ces obstacles? Oui, par rapport à ces obstacles aussi, il faut dire qu'au niveau de la commercialisation, par exemple, il y a le fait qu'il y a des taxations qui sont faites. Et les taxations sont faites généralement à un seul niveau, c'est au niveau de l'exploitation. Alors que nous savons que l'exploitation minière à petite échelle, c'est une chaîne. Et vous avez plusieurs maillons de la chaîne. Alors, par exemple, quand on vous demande de payer par exemple 200 francs par gramme pour l'exploitation. Donc, du coup, c'est le comptoir qui paye les 200 francs par gramme en réalité. Donc, ils se disent aujourd'hui, les comptoirs se disent, mais pourquoi nous payons? Mais en réalité, les producteurs ne payent pas. Voilà. Dans la chaîne, les producteurs en réalité, sont exempts de tout frais parce que, hormis le fait qu'ils payent une carte d'artisan minier ou une carte de prestataire de services à l'ANUMAS, auprès de l'ANUMAS, ils n'ont plus de charge en réalité. Alors que les comptoirs se disent qu'ils portent la majeure partie en réalité des taxes qui sont fixées. Et donc, c'est comme s'ils étaient les seuls acteurs qui payaient la taxe. Là, il y a aussi ce niveau-là qui est fait. Et le deuxième aspect aussi, c'est au niveau même de la circulation, par exemple, de l'or au niveau national. Vous voyez qu'à chaque fois, les gens ne sont pas en phase, notamment les acteurs de la chaîne ne sont pas en phase avec l'administration. Parce que pour eux, ils se disent que normalement, pour pouvoir convoyer l'or, il faut des dispositions. Donc, il faut soit être un collecteur, c'est-à-dire qu'avec une carte de collecteur, ou il faut être un comptoir pour pouvoir avoir l'or sur soi. Sinon, en réalité, vous êtes considéré comme un fraudeur. Mais en même temps, il y a une partie de l'or qui doit être reversée à l'ANUMAS, par exemple. Et normalement, c'est-à-dire que
le comptoir et les collecteurs vont vers l'artisan minier. Aujourd'hui, l'ANEMAS est en train de faire un effort, et à travers aussi l'administration minière de façon générale, d'être un peu déconcentré, aller vers les sites miniers artisanaux. Mais pour la majeure partie des cas, par exemple, ils ne sont pas auprès des artisans miniers. Donc, l'artisan minier, ils font prendre l'or du site vers l'ANEMAS, par exemple. Et aujourd'hui, si vous voulez de l'or, par exemple, vous êtes à Banfora, ou vous êtes à, je sais pas, à Gawa, que vous voulez vendre votre or à l'ANEMAS, il faut que vous puissiez vous déplacer de Gawa jusqu'à Ouagadougou pour pouvoir vendre votre or en réalité. Ce qui fait beaucoup d'implications. Il y a beaucoup d'implications. Donc, du coup, il y a vous-même votre sécurité. Parce que là, vous pouvez suivre l'envoi. Si les gens peuvent vous intercepter, vous pouvez perdre l'or. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont là aujourd'hui, qui font qu'en réalité, alors que pour pouvoir permettre cette traçabilité qu'on veut, le commerce légal, plus l'ANEMAS capte le maximum d'or, plus il y a de la traçabilité en réalité. Voilà, parce qu'il y a d'autres types d'acteurs qui rentrent en ligne de compte, mais du fait que déjà c'est une agence qui est rattachée à l'État, tout ce qui rentre à l'ANEMAS facilite même déjà les questions de reporting et ainsi de suite. Donc il y a pas mal d'obstacles par exemple comme ça, et aussi il y a la monétisation au niveau sous-régional. Quand vous regardez par exemple, la grande partie de l'or produite au Burkina Faso est soit vendue au Mali, au Niger, au Togo, ainsi par les pays voisins. Et pourquoi les gens vont vers ces pays voisins, par exemple? Donc, il y a certaines facilités qu'ils ont dans ces États-là qu'ils n'ont pas forcément au Burkina Faso. Et donc, il y a des circuits qui existent dans ces pays-là. Donc, finalement, quand les gens produisent, facilement, ils sont plus tentés d'aller vers ces pays-là pour pouvoir vraiment exporter leur or comparativement au Burkina Faso. Donc, il y a cette dynamique-là aussi qu'il faut regarder, voilà, pour voir quels sont les moyens pour pouvoir permettre en réalité aux artisans miniers d'être plus enclins à vendre ici et pourquoi pas les autres aussi à venir vendre ici, alors que nous produisons pour aller vendre ailleurs. Et malheureusement, comme je le dis, quand les gens vendent ailleurs, en fait, nous perdons beaucoup. Voilà, nous perdons beaucoup parce que même les artisans miniers n'y gagnent pas. Et il y a tout un tas de services autour même de l'exportation de l'or qui génèrent des revenus auprès des pays exportateurs que nous ne pouvons pas parce que notre or est comptabilisé, surtout c'est comptabilisé vers d'autres pays. Et vous savez qu'en réalité, les différents acteurs qui sont intéressés par l'or tiennent compte des chiffres, la production et la productivité des différents pays pour pouvoir y aller. Et vous voyez qu'une grande partie des fonds qui, pour acheter l'or, est orientée vers le Mali. Donc, tous ceux qui sont intéressés par l'or vont vers le Mali. Et il y a beaucoup d'argent qui vont vers le Mali pour pouvoir permettre l'importation de l'or, l'exportation de l'or à partir du Mali. Parce que les chiffres qui sortent disent qu'en fait, au Mali, il y a beaucoup d'or qui est produit. C'est pareil, par exemple, pour d'autres pays. Alors qu'il y a une grande partie de l'or du Burkina qui va dans ce pays-là. Donc, si on arrive aussi à capter une majeure partie de l'or produite au Burkina Faso, de l'extérieur, c'est une image d'un pays producteur d'or qui est donnée. Et donc, ça attire aussi des gens qui sont intéressés à s'intéresser à l'or produit au Burkina Faso. Sinon, finalement, nous, on produit ici, c'est le labo, on produit, mais en réalité, le champ d'action et des tractations se font ailleurs dans des pays voisins. Et là, ça, c'est aussi un obstacle qu'il faut regarder pour pouvoir voir. Soit on essaie d'harmoniser les tests et les lois pour ce qui concerne le commerce de l'or avec les pays voisins, soit on trouve un moyen aussi attractif à notre niveau pour pouvoir aussi capter une grande partie de ce que nous produisons. Là, on a l'impression que cette harmonisation, cette dynamique venant de l'autorité des acteurs étatiques traîne les pas. Pourquoi? Est-ce qu'on peut comprendre ça, Madame Cabri? C'est vrai qu'on n'a pas de représentant, mais vous qui êtes en contact direct avec les acteurs sur le terrain, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui cette harmonisation? Bon, vous savez que c'est un secteur qui est vraiment évolutif. Et les besoins, c'est tous les jours. C'est un secteur très, très dynamique. Donc, on peut prendre des textes aujourd'hui pour encadrer. Et demain, autre chose va venir faire que ces textes-là deviennent sur place caduques. Il faut recommencer. Donc, et nous savons aussi que le Burkina, on se dit pays minier, mais nous ne sommes pas très, très pays minier comme ça. Ah bon? Il n'y a pas longtemps que ça a commencé. Et comme le secteur... C'est plus d'une décennie quand même. Oui, mais quand même, quand on parle de pays miniers, les gens sont à 100 à 200 ans. Voilà. Okay. Et ici, vous savez que c'est difficile. La majorité de ceux qui sont dans cette activité n'est pas instruite. Et c'est difficile de faire passer certaines informations, certaines règles. Donc, c'est difficile d'enseigner une grande personne à changer ses habitudes. Donc, tout cela contribue à ralentir les choses. Chaque année,
il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre. Par exemple, l'année passée, je pense que le gouvernement a pris la noble vision d'organiser la journée de l'artisanat minier. Bon, au cours de ces 2 jours, quand même, il y a eu des choses qui sont sorties et des textes sont en train d'être pris dans ce sens pour améliorer. Et très prochainement, il y aura la révision des textes d'application. Et je pense que tout ce que nous déplorons aujourd'hui, avec l'appui des bonnes volontés telles que les ONG et puis les partenaires et l'État lui-même, je pense que les choses là vont s'améliorer d'ici là. Mais moi, je pense qu'un autre problème aussi qu'il faut souligner, c'est vraiment le manque d'information. Vous savez, les artisans miniers, pas qu'ils ne gagnent pas l'argent, ils peuvent même investir. Mais beaucoup ne savent pas qu'ils doivent investir ce qu'ils gagnent là au sein même de leur communauté pour accroître vraiment leur résilience économique, pour que toute la communauté puisse gagner. Donc, il y a ce travail aussi qu'il faut faire en amont vraiment pour accompagner les artisans miniers à accepter, investir dans d'autres activités économiques pour pouvoir asseoir un développement. Voilà. Merci, Madame. Monsieur Dera, Oui. Le contexte qui a prévalu à la mise en œuvre de ce projet, je le disais tantôt, on a comme l'impression que ce sont des acteurs aussi qui sont exclus des services financiers, notamment des banques et des institutions financières. Est-ce qu'on a un début d'explication à cela? Oui, un début d'explication à cela, ça ne manque pas. Bon, vous dites un peu exclus, mais nous, notre constat est que jusque-là, ils sont totalement exclus. Voilà, parce qu'aucune banque ni institution de finance à ce jour n'a apporté un appui financier au niveau de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Et pour répondre un peu à pourquoi est-ce que cette dynamique est lente, ça s'explique également par le fait que pas mal d'acteurs qui gravitent autour de ce sous-secteur ignorent beaucoup de choses sur sa réalité, sur son fonctionnement réel. C'est peut-être l'occasion pour nous également de les appeler tous à se rapprocher de ce secteur avec humilité, avec sens d'ouverture d'esprit pour comprendre comment ce sous-secteur fonctionne. Peut-être que ça va encourager certains qui, de loin, imaginaient que c'est un secteur inaccessible pour le faire. Aujourd'hui, nous avons des ingénieurs financiers, nous avons des experts, des stratèges qui n'arrivent pas à nous donner un modèle économique pour ce sous-secteur. Et à côté de cela, comme le disait Mme Cabré, ce sont des personnes non instruites qui arrivent à le faire. Vous voyez le paradoxe. Donc je pense qu'il y a lieu justement de se rapprocher du secteur pour mieux comprendre. Maintenant, après tout ça, on peut comprendre également que les institutions sont un peu dans une certaine réserve. Voilà, la méfiance du secteur, lorsqu'on analyse le niveau de risque par rapport à injecter un financement dans ce secteur, parce que la banque, ou en tout cas les institutions, veulent voir clair sur toutes les lignes avant de financer. Donc je pense que c'est entre autres ces raisons-là qui freinent leur possibilité d'aller vers l'appui financier de ce sous-secteur-là. Alors, Nikema, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette méfiance des financiers à l'égard des artisans miniers? Oui, il faut dire que c'est le niveau de risque très élevé dans l'activité. Parce qu'en réalité, vous savez que pour financer un projet, on essaie de faire une étude, alors qu'aujourd'hui, les caractéristiques même de l'activité aujourd'hui ne permettent pas réellement, objectivement, c'est une analyse objective, ne permettent pas à ce qu'un financier, à moins qu'il soit vraiment très agressif au risque, de pouvoir se baser sur des critères objectifs pour financer l'activité. Donc, d'où l'importance de la formalisation du secteur, mais aussi, il y a un élément aussi que les gens, on ne voit pas souvent, c'est la vision qui a accompagné cette volonté de pouvoir formaliser le secteur. Vous voyez, par exemple, dès la base, on n'a pas permis à ce que ce soit les conventions ou les EA soient cessibles. Ça, c'est un élément qu'on ne voit pas, on ne perçoit pas. Alors que, vous savez, par exemple, quand vous allez, même quand vous êtes dans l'informel, vous voulez aller bénéficier d'un prêt ou d'un financement auprès d'une institution financière, si vous avez un élément, si vous avez une garantie,
qui permettent d'atténuer le risque, vous pouvez avoir des financements. On sait qu'il y a beaucoup de personnes, même dans le commerce, qui vont prendre leurs concessions, leurs biens, qu'ils posent comme garantie avant d'avoir accès au financement. Alors, le fait que les titres, c'est pas considéré comme un titre, mais les documents qui accompagnent un peu l'activité ne sont pas cessibles. Donc, en fait, ça ne vaut rien. C'est-à-dire que vous avez une AEA, vous avez une convention, mais c'est dans le schéma économique, ça ne représente rien. Alors que si, par exemple, c'était cessible, donc du coup, on sait que le titre que vous déposez, par exemple, peut valoir quelque chose. Et donc, derrière ça, vous allez voir que c'est toute une stratégie économique qui va se bâtir autour du document qu'on vous donne pour pouvoir exploiter l'activité. Mais en fait, ça n'y est pas. Donc, ça fait que c'est un secteur où vous n'avez nullement de garantie. Et donc, c'est normal que les financiers soient un peu réticents à accompagner le secteur. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est pour dire qu'en réalité, c'est vrai. Parce que comme je dis, c'est une chaîne, mais il y a des maillons où les risques sont quand même faibles. Par exemple, donc on ne demande pas de financer déjà toute la chaîne, mais de cibler. C'est-à-dire, si vous comprenez le secteur, vous allez cibler des maillons où il y a moins de risques et vous pouvez arrêter. Si vous accompagnez quelques maillons de la chaîne, forcément, il y aura des incidences sur les autres maillons de la chaîne. Donc là, ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des réformes qui sont envisagées, il y a des trucs, mais arrêtez, on a tellement peur. Je pense que c'est surtout ça aussi dans les réformes, dans la vision qui accompagne le secteur. On a tellement peur de se tirer une balle dans le pied que finalement, les décisions qu'on prend, cette peur-là fait qu'en fait, l'objectif visé n'est jamais atteint. Et on a toujours l'impression d'être dépassé par les événements. Donc, on poursuit le secteur avec des tests. Donc, le secteur est devant et les tests sont derrière et essaie de rattraper le secteur. Et c'est difficile. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on est obligé de réajuster les tests qu'on prend parce que finalement, dans les prises de tête, on a toujours peur d'aller jusqu'au bout. Et je me dis que c'est surtout ça en réalité. Et si vraiment on acceptait de voir le secteur comme tout autre secteur, on s'assoit vraiment de façon lucide avec les acteurs, de façon générale, les ONG, les organes de la société civile, les artisans miniers eux-mêmes, les fêtières et l'administration, et on essaie de décortiquer le secteur en fonction des expériences de chaque groupe d'acteurs. Je pense qu'on va aboutir à des tests vraiment qui vont faire facilement amener l'encadrement et de rattraper le gap qu'on a remarqué dès le début. Sinon, c'est vrai, et souvent on se demande, mais on prend un test, 2 ans après, le test il est déjà caduc. On prend un test 5 ans après. Donc, à tout moment, on est en train de faire. Et je pense aussi que dans le secteur, la stabilité aussi des tests et des lois aussi est très importante. Parce que si à chaque fois, le temps que les gens vont s'approprier les tests, on dit non, il est déjà caduc, il faut encore se confronter à d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'en réalité, les institutions financières aujourd'hui ont peur parce que le taux de risque est très élevé dans ce sous-secteur-là. OK. Monsieur Zagré, je m'adresse à vous maintenant. Est-ce que cette méfiance des banques n'est peut-être pas liée aussi à l'inorganisation, voire l'anarchie qui se trouve dans ce secteur? Parce que quand on parle de près de 800 sites qui existent, la quasi-totalité existe dans l'illégalité. Est-ce que ce n'est pas un peu l'explication? Oui, il faut le dire, mes prédécesseurs viennent de le souligner. Il faut dire que pour en tout cas avoir accès aux services financiers, il faut être à jour en tout cas de la législation. Et aujourd'hui, vous l'avez souligné, ce milieu, c'est véritablement un milieu où il y a un certain nombre de textes ou de réglementations qui ne sont pas respectés. Et je parle notamment en tant que garant en tout cas de l'application des lois et des règlements dans le département, dans la collectivité. Il faut dire qu'il y a même un certain nombre de défis aujourd'hui qu'il faut relever. Je veux parler tantôt de l'utilisation des produits nocifs dans ces sites. Il faut souligner également qu'il y a le travail des enfants qui est également un défi pour nous au niveau des collectivités et également nous essayons de voir quelle est leur contribution au développement local. Et si en tout cas au niveau de la stratégie de financement, en tout cas des activités, ils sont à règle. En tout cas, nous travaillons à pouvoir les accompagner à ce que, en tout cas, ils puissent être à jour et travailler pour un développement inclusif. Aujourd'hui, il faut dire que les mesures endogènes que le projet vient en tout cas de les inculquer permet en tout cas de voir en tout cas un certain nombre de proposer un certain nombre d'actions dans le cadre du développement communautaire. Nous l'avons dit, ils ont contribué en tout cas au niveau des CSPS. On va y revenir. Voilà. Il y a une partie de l'émission qui est consacrée à cela. Okay. Je vais peut-être m'adresser au public, aux bénéficiaires, aux artisans. Quelqu'un veut bien prendre la parole? Est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi les banques ont du mal à vous faire confiance?
obtain un camire n'enga ya sabe karin san koroto naftatlam vraiment la san ka pone den banga po mais karat sakandi kon taron ko ay voilà là en tout cas sans connaître tout on est ça. Merci. On va donner peut-être la parole de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez pourquoi les banques ne vous font pas suffisamment confiance pour peut-être vous accorder des prêts ou des financements pour investir dans votre secteur afin d'avoir plus d'harmonie? Oui, bon. C'est parce que les gens... Bon, si ce n'est pas à cause de... Mais c'est une pour avoir le repassage... Un groupe comme ça, là, c'est difficile. Mais c'est quelqu'un compétence. On veut les gens dynamistes comme ça. Mais les gens qui ne veulent même pas se grouper, comme à la banque, ils peuvent les donner des crédits. Des crédits. Donc, ça veut dire que c'est difficile à votre niveau, voilà, ce rassemblement, ce regroupement, cette organisation qui permet aux banques de vous faire confiance. C'est ça. Sinon, comme lui, il est venu, mais à son premier pas là, il était venu chez moi. Mais ce jour-là, ce n'est pas facile. Il nous a invités, plus de 1000 personnes là. Si tu les avais vraiment venus lui écouter, ça ne dépasse pas 10 personnes. Avant de quitter, arrivé à Ouagadougou ici, j'ai appelé son ami qui était Rodrigue Bala. Il dit en tout cas, ça ne va pas chez nous. Parce que tu envoies des gens qui sont venus détruire les villages. Donc il a appelé directement à M. Ntiema. Comment il lui a expliqué? Il m'a appelé directement. Il dit que de lui attendre demain matin. Et puis il était venu à Ouagadougou aussi. Alors demain matin, il dit qu'il a tombé un peu de retard. Il est arrivé à 16h. Il est venu, on est causé ensemble. Il m'a donné tout ce qu'il devait nous préparer à faire. Il est venu au nom de l'ARM, l'Alliance pour une mine responsable. Oui. Quand je nous ai écoutés, j'ai vu que vraiment il est en train de guider les Européens. Il voulait les encadrer pour l'air bien. C'est en ce moment que vraiment... Et je les appelais encore regroupés. On les a écoutés. Mais ce n'était pas facile. Il y a eu beaucoup de mois, tu es perdu. Et pourtant, il y avait au moins 2 ans qu'ils devaient refaire avec les projets. Donc, on s'est vraiment ça compris ensemble. On a commencé. Arrivé au milieu, il a envoyé les autres partenaires. Un pack, ils sont venus. Encore, il est venu me donner les explications. J'ai dit, c'est normal. À votre arrivée d'ARM, il y a eu des équipements que vous venez dans les Européens. Ils ont vu vraiment les lumières. C'est pourquoi ils sont acceptés. Et moi aussi, j'ai communiqué tout. Ceux qui sont près de nous, on a tous compris. Il y a eu des judo, il y a eu des poids, et ne pas dire. Donc vraiment, ils ont compris. On communique ensemble. Bon, on a vu vraiment dans les quelques mois là, ce qu'ils sont en train de faire dans les sites, dans les villages. En tout cas, c'est très important. Les populations même ont vu vraiment le clair dedans. Voilà pourquoi je dis vraiment, on demande au Burkina Faso de voir les gens dynamiques comme ça. Le moment qu'il est arrivé chez nous, s'il n'était pas comme ça, en tout cas, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, pour cadrer les Européens là, ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile voilà. au départ. Donc, je les remercie. C'est pourquoi on ne peut pas, un banque ne peut pas prendre son argent, donner à un individu. Qui lui-même n'est pas organisé. Voilà. C'est ce qu'on a vu. Et on a tout dit aux femmes. Et les femmes aussi sont engagées. En tout cas, elles sont plus hauteurs que nous aujourd'hui. Et les femmes, elles sont plus hauteurs que nous aujourd'hui. Voilà. Dans cette activité. Donc, on les remercie. Merci beaucoup. Oui. Merci. Monsieur Nikema, un mot sur cette expérience qui n'a pas été facile. Oui, en fait, comme on l'a dit,
En fait, c'est une question de confiance. Voilà, c'est une question de confiance. Donc, ça fait que tant que vous ne réussissez pas à établir cette confiance-là, il est difficile de travailler. Et en fait, c'est tout ça qui fait que quand on parle d'artisans miniers, les gens se disent non, c'est un secteur impénétrable, c'est un secteur avec les gens on ne peut pas travailler parce qu'ils sont dans l'anarchie. Non, c'est vrai, ça c'est un état. Mais en réalité, quand vous réussissez à construire la confiance sur la base d'une sincérité, parce que l'intervention, c'est quoi? C'est pour amener à ce qu'on puisse aussi valoriser leur secteur. Donc, valoriser le sous-secteur de la mine artisanale passe aussi par la valorisation des artisans miniers eux-mêmes. Et donc, dès que vous travaillez à pouvoir asseoir cette confiance, vous avez des gens qui sont... Il n'y a pas de personnes vraiment plus loyales que les artisans miniers. C'est un élément très important. C'est d'abord avoir leur confiance. Mais avant d'avoir leur confiance, ça se construit la confiance. Et c'est à partir de vos actes. Et c'est-à-dire que la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous posez comme acte. Dès que vous avez cette confiance-là, vous arrivez maintenant ensemble à cheminer ensemble et à construire de grandes choses. Et donc, ça aussi, c'est ça l'approche. Malheureusement, on fait fi de l'approche. Alors qu'avec la mine artisanale à petite échelle, tout est dans l'approche. Tout est dans l'approche. Vous ratez l'approche, vous allez investir des milliards, vous n'aurez rien. Voilà. Et donc, c'est ça aussi qui fait la différence. Et je pense que souvent, quand on demande, les gens se disent, mais comment vous arrivez à faire? En fait, il n'y a pas de secret, c'est l'approche. Voilà. Il faut avoir une approche appropriée, très bien contextualisée aux acteurs eux-mêmes. Et à partir de cette approche, vous arrivez à construire. Et je pense que la confiance qu'on a aujourd'hui, ARM a aujourd'hui avec les artisans miniers, aussi bien sur l'ensemble du territoire que des structures fêtières, c'est au niveau de l'approche. Et quand cette approche est réussie, je pense qu'on arrive à faire des grandes choses. Et c'est valable pour toutes les ONG, c'est valable pour toutes les structures étatiques. Il faut tout mettre dans l'approche. D'accord, merci. Concrètement, dans l'approche, avec le projet Fondation pour la paix dans le secteur de l'extraction artisanale de l'or au Burkina Faso, quelle a été la démarche? Alors, la démarche, c'est déjà dans le choix de nos zones d'intervention, où nous avions déjà identifié des projets qui étaient en cours, avec justement l'Alliance pour une mine responsable. Donc déjà, ce partenariat et cette synergie entre nos deux ONG a été une approche très bénéfique pour l'atteinte des résultats dont nous allons parler aujourd'hui. Mais également, nous sommes dans une conception, comme le disait M. Nikiema, où il faut avoir une considération pour ce sous-secteur avant d'être utile, avant d'être efficace pour ce que vous apportez. Et ça a beaucoup facilité les choses, parce que généralement, les prises de contact, c'est quoi? Les bénéficiaires sont dans une position de méfiance. Méfiance, d'abord en suspectant si ce ne sont pas plutôt des intérêts, si ce ne sont pas des agendas cachés. Une méfiance à savoir si ce n'est pas une question d'administration cachée derrière. Mais quand vous arrivez vraiment à poser les jalons de la confiance, comme ça a été déjà dit, cela facilite vraiment l'approche. Et je pense que ce sont des acteurs, quoi qu'on dise, un peu difficiles, mais quand vous faites la preuve vraiment de votre donne, cela marche. Et ça a été dit. Je pense que nous, en tant qu'ONG aujourd'hui, nous avons cette facilité d'approcher les acteurs. Et je pense que même les services étatiques peuvent également emboîter ce pas. Parce que cette réserve que les acteurs ont s'explique par le fait que pendant longtemps, ils ont été délaissés à eux-mêmes. Ils ont évolué dans une certaine autorégulation, si vous me permettez un peu le terme. Et si subitement, ils voient des gens qui viennent pour les orienter, ils se demandent, mais attends, est-ce que c'est véritablement pour nous que ces actions sont posées? Mais dès que cette base est réglée, la suite va vraiment couler comme sur des roulettes. Et comment a été la mise en œuvre sur le terrain? On parle d'associations villageoises, d'épargne et de crédit. De quoi s'agit-il exactement? D'accord, moi je vais juste donner le statut. Je pense que nous avons Abdoulata qui est là avec nous, Oui, voilà, qui est le responsable de l'institution financière qui s'est chargé de ça. Mais en réalité, c'est-à-dire que c'est basé sur la confiance. Et donc, c'est dans les différents villages, c'est sur les différents sites, parce que les sites sont adossés à des villages. Okay. Donc, on essaie, au sein de la communauté minière, de mettre en place des groupes en réalité. Ce sont des groupes de personnes qui décident ensemble de s'organiser et de travailler pour pouvoir en réalité mettre à disposition. Donc, c'est des règlements en fait. Il y a un règlement qui est là et ils décident eux-mêmes du montant qu'ils veulent cotiser périodiquement. Voilà. Et donc, chacun essaie de pouvoir s'organiser. Et nous, on les accompagne. Voilà. Nous, on les accompagne. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a eu des séances de renforcement des capacités. Voilà. Ça, peut-être, ça ne sort pas assez, mais il faut savoir que pour qu'on puisse aboutir aux résultats qu'on a aujourd'hui, il y a eu des sessions de formation. Parce qu'en réalité, on ne voulait pas faire les choses comme les gens ont l'habitude de faire. Et il faut aussi signifier que ces AVEC-là, c'est des systèmes qui existaient déjà dans l'agriculture.
Voilà. Mais c'est une première dans la mine artisanale à petite échelle. Ça aussi, c'est un élément à souligner. Sinon, les gens ont l'habitude de faire ces pratiques-là au niveau des coopératives, au niveau du secteur agricole. Mais dans la mine artisanale, c'était la première fois. Donc, il fallait essayer et voir ce que ça allait donner. Et non, on s'est donné les moyens pour que ça réussisse. Et les moyens, c'est quoi? C'est avoir... Vous avez des volontaires qui sont là. Vous avez le responsable d'inclusion financière. Vous avez des agents locaux sur place qui font le suivi, qui accompagnent. On a eu aussi à faire appel à des cabinets pour pouvoir renforcer les bénéficiaires, les former, les sensibiliser. Parce que là, d'abord, il faut travailler à ce qu'il y ait l'acceptabilité. Et vous savez, tout ce qui est attrait à l'argent, c'est-à-dire au niveau rural, c'est très sensible. Surtout quand vous avez pas mal de femmes qui sont intéressées. Vous savez que ces femmes, elles sont adossées à leur mari, il y a des concessions. Donc, il faut travailler à ce qu'il y ait vraiment une adhésion au niveau local avant que le projet ne soit lancé. Et tout ça, ce sont des éléments qu'on a pris en compte en termes de sensibilisation, en termes de formation et comment gérer, comment fonctionnent ces AVEC. Les formations ont été menées. Donc, je vais laisser Abdoulata qui est là. Voilà, s'il peut, voilà, comme lui, il est le responsable chargé de donner plus de détails sur la mise en œuvre effective. D'accord. Allez-y. Okay. Voilà, merci Désiré. Voilà, donc il faut dire que la mise en place des associations villageoises d'épargne et de crédit s'inscrit bien sûr dans l'implémentation du modèle AFECOR, voilà, qui est un modèle d'autonomisation qui a été expérimenté au Congo par le partenaire Impact. Par le partenaire Impact. Donc, dans le cadre de ce projet, nous aussi, on l'a mis en place. C'est comme Désiré le disait, ce n'est pas nouveau. Ça existe dans d'autres secteurs d'activité au Burkina. Voilà. Maintenant, l'innovation que nous avons faite, c'est de s'approcher de ces acteurs-là, de ce secteur-là qui est exclu des services financiers, des services classiques de financement. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est d'abord on aller sur la base de la sensibilisation, comme il le disait. C'est l'approche qu'il ne faut pas rater. Aller sur la sensibilisation pour qu'ils comprennent. Voilà, ils comprennent le mécanisme qu'on veut mettre en place. Voilà, et ensuite, maintenant, les inviter à s'auto-sélectionner. Voilà, bien sûr, sur la base de la confiance et de l'affinité. Et donc, du coup, tu vas te retrouver dans une avec qu'on trouve que c'est carrément une famille, voilà, qui s'est réunie. Et la taille ne dépasse pas 30. Et la taille minimum aussi, c'est 15. Donc, une fois réunis, on passe à une formation, on allait à une formation, bien sûr en partenariat avec un cabinet qui est venu faire la formation à l'endroit des bénévoles que nous avons recrutés, des bénévoles communautaires, des gens qu'on a choisis dans les communautés pour leur implémenter vraiment cette méthodologie des AVEC. Et ces personnes-là maintenant sont juste à côté des AVEC pour pouvoir les encadrer, notamment sur le fonctionnement, puisqu'on parle d'association. Donc, il y a le leadership, la formation sur le leadership, voilà, la gestion du groupe, la gestion des réunions, d'épargne. Voilà. Et l'appui du projet est aussi au niveau matériel, parce qu'il fallait aussi les octroyer, les donner les coffres, les kits qui sont constitués, bien sûr, d'un coffre métallique, bien sûr, avec les clés et les outils vraiment pour la gestion. Voilà. Et chaque AVEC, en ce moment, décide d'un montant, bien sûr, en fonction du pouvoir d'achat moyen des membres. Voilà. Donc, vous allez voir que ça va autour de 250 à 500. Peut-être la part la plus grande, c'est 1000 francs. Et donc, ça reflète la réalité des communautés. Et chaque semaine, se réunissent pour épargner. Voilà. Et ça va jusqu'à... Durant au moins 1 an, le cycle est 1 an, et 1 an à la fin d'une année, se partage ce capital-là pour investir. Ce qui est l'élément important que nous avons ajouté, il faut dire au fur et à mesure dans le cycle, lorsqu'il constitue le fonds, on a introduit maintenant le crédit à l'interne. C'est-à-dire que ce fonds-là, pour sécuriser ce fonds qu'il collecte, ils sont à mesure de se donner des crédits entre eux, des petits crédits, pour pouvoir financer leurs différentes activités et permettre à ceux-là aussi qui ont besoin, qui ont des idées et qui n'ont pas l'argent pour financer leurs activités, de pouvoir avoir cet argent-là et s'autofinancer. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Et au fur et à mesure que nous avançons, voilà, à l'approche du moment du partage, le recouvrement est fait et on fait le partage. Donc, mais à côté de cette caisse aussi, il y a aussi la partie de solidarité. Chaque AVEC met en place un fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, ça c'est vraiment très minime. À chaque réunion, au fur et à mesure, dès qu'elle collecte l'épargne, elle collecte aussi le fonds de sécurité, fonds de solidarité, qui soit 50 francs
personne, personne à chaque réunion. Et en ce moment, ce fonds-là n'est pas destiné à être partagé. C'est un fonds vraiment, comme le nom le dit, pour venir pour s'entraider en cas de problème. Voilà. Un membre d'AVEC peut avoir son enfant qui est malade ou bien peut avoir un décès. Donc ce fonds sert à vraiment l'entraide sociale. Voilà. Et comme on l'a dit, le projet Fondation pour la paix, c'est vraiment pour jeter les bases de la cohésion sociale et renforcer les capacités pour comment on appelle, pour la paix dans ces différentes communautés. Dans le premier aspect, après le partage des ressources, qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Ok, vraiment les besoins sont un peu divergents. La plupart, vraiment, c'est développer des AGR, des activités génératrices de revenus. Voilà, donc il y en a qui ont soit peut-être, comme les deux contextes sont un peu différents. Nous sommes au centre-nord et au centre-ouest. Au centre-nord, il y a beaucoup qui ont investi dans la création d'activités génératrices de revenus, à savoir l'embouche ovine, voilà, ou bien l'élevage, ou le petit commerce. Il y en a aussi qui avaient des projets vraiment, ils voulaient réaliser des projets, soit peut-être acheter un bien, voilà, donc il a épargné juste pour donc dans le tout, on a pu, suite à l'étude, puisqu'on a fait une étude en première, une étude initiale, et à la fin, encore, on a fait une évaluation finale. Il est ressorti au moins que 47% de tous les membres ont pu démarrer au moins une activité génératrice de revenus, qu'avant, ils n'avaient pas d'activité. D'accord. Merci beaucoup. Avant de finir avec vous, il y a eu au total combien d'associations villageoises dans les deux régions? Alors en tout, on a mis en place 54 associations villageoises d'épargne de crédit, dont 30 au centre-ouest et 24 au centre-nord. Voilà. Il faut ajouter aussi qu'à la fin du projet, les gens qui étaient réticents, voilà, ils ont compris le mécanisme et on a eu 19 nouvelles qui se sont créées pour suivre le deuxième cycle. Ouais. Merci beaucoup. Madame Cabré, c'est une expérience plutôt réussie. Oui, et pour moi, c'est nouveau et parce que nous faisons à peu près la même chose avec des personnes aussi dans différentes localités, ce système de crédit. Mais ce que nous faisons, c'est le dépôt de fonds de garantie dans les caisses populaires et nous signons des conventions et nous facilitons l'accès des crédits par ces bénéficiaires. Mais je pense que je vais m'impliquer déjà l'idée. Je vais voir M. Dera, voilà, pour développer, parce que, bon, vous savez, avec le contexte actuel du Burkina, les bailleurs se font un peu rares. Donc, c'est difficile maintenant de trouver des partenaires financiers qui vont vous donner l'argent pour aller subventionner. Voilà. Donc, je pense que ces mécanismes endogènes de se prendre en charge soi-même est à saluer. Pour moi, c'est une belle expérience. Et comme je le disais tantôt, il faut aussi amener nos artisans miniers à investir dans d'autres secteurs. Et pourquoi je dis ça? Parce que, bon, ils peuvent gagner beaucoup d'argent dans l'orpaillage, mais vous savez, nous avons une mauvaise façon de voir parce qu'on ne veut pas prendre cet argent, aller investir ailleurs pour revenir encore. Parce que tu peux gagner, si je gagne 2 millions dans l'orpaillage, et M. Ninkiema a dit que le taux de risque est très élevé, je peux décider de prendre 1 million, je fais une autre activité et je garde les 1 million. C'est sûr que l'autre million que j'ai placé dans un autre secteur d'activité va produire davantage. Je peux encore prendre et venir améliorer, acheter des équipements nouveaux pour continuer. Donc, je pense qu'il faut continuer dans cette lancée. C'est de belles expériences comme ça que le secteur en a besoin, que les communautés en ont besoin pour pouvoir renforcer leur résilience économique. En tout cas, chapeau, bravo. Merci. Monsieur Dera, est-ce que vous avez rapidement pu évaluer l'avant et puis l'après du projet? Oui. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans le quotidien? Ce qui a fondamentalement changé dans le quotidien, c'est déjà, comme l'a si bien dit Mme Cabré, c'est cette confiance en soi, cette capacité, cette autonomie
que les acteurs et les actrices ont désormais pris sur cette question financière et économique. Parce que déjà, certains nous disent que pour avoir réussi cette expérience, nous sommes convaincus que nous pouvons faire 10 fois, 100 fois mieux que cela. Donc ça, déjà, en termes de confiance en soi, ça a augmenté. En termes de pratique de l'épargne, ça a beaucoup changé également. Je pense que les membres des AVEC, à plus de 96%, je ne me trompe pas, voilà, à plus de 96%, affirment avoir amélioré leur habitude d'épargne. Parce que ça venait justement d'être dit que ce n'est pas tant le manque de ressources qui pose problème, c'est cette habitude d'épargne-là qu'il fallait améliorer. Donc en termes d'éducation financière de ces acteurs et ces actrices, il y a également du changement. Et même sur le volet social, en termes de cohésion sociale, il y a eu beaucoup d'améliorations. Et c'est là où véritablement repose même l'intitulé du projet Fondation pour la paix. Parce qu'au-delà de cet intérêt commun qui est l'inclusion économique et financière, ça a créé ce rapprochement entre les communautés, ça a créé cette solidarité, cette entraide entre les communautés. Et je pense que ça, c'est véritablement, j'allais dire, l'élément majeur en termes de changement au sein de ces communautés, qui justement nous disent que pendant longtemps, nous avons cohabité, mais nous n'avions jamais pensé à nous unir, par exemple, pour résoudre tel problème qui est le nôtre. Tantôt, Monsieur le Préfet parlait de la dotation des CSPS à Matela. Les femmes qui étaient dans cette situation déploraient la situation de leur maternité, mais pour avoir eu l'idée de se réunir en AVEC, elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient résoudre ce problème par elles-mêmes sans compter sur quelqu'un qui allait venir le faire. Voilà, il y a eu d'autres actions au sens de reboisement pour contrer la question de changement climatique. Également, le soutien qui a été apporté à certaines personnes déplacées internes dans les zones. C'est véritablement dit qu'au-delà de l'intérêt financier, on est véritablement arrivé à toucher un objectif qui a trait à la cohésion sociale, qui est fondamental pour la paix au sein de ces communautés minières artisanales-là. Merci beaucoup. Alors, quels ont été les résultats du projet dans votre localité, Zachary? Monsieur Dera vient de souligner. Aujourd'hui, il faut dire qu'au-delà des crédits pour l'épargne, qui permet en tout cas d'autofinancer les activités génératrices de revenus, ils organisaient également des collectes de fonds de solidarité. Et il faut dire que ces fonds de solidarité-là font véritablement aujourd'hui la promotion de la cohésion sociale. Et également, ça promet l'entraide, l'assistance entre ces communautés qui pratiquent l'extraction, en tout cas de l'or au niveau des sites. Comme résultat palpable, aujourd'hui, ils nous ont souligné, c'était vraiment des messages édifiants qu'avec l'organisation en AVEC, ils arrivent en tout cas à s'entraider, à s'organiser pour venir en aide également à d'autres communautés voisines. Voilà. Et aujourd'hui, il faut dire que la cohésion sociale, nous l'appelons en tout cas de tous nos voeux, on appelle les communautés à s'unir pour un développement harmonieux. Merci. Je vais me diriger encore vers les bénéficiaires directs. Qu'est-ce qui a changé avec l'avènement de ce projet? Bon, ce qui a changé en Tcholoma, et dans la commune, tous ceux qui sont avec ce projet-là, ils ont trouvé des expériences. Pourquoi? Ils ne savent pas où aller. Un Tcholoma là, tous ceux qui sont rentrés dedans, ils savent où aller. Parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. On ne nous a pas financé de l'argent, mais on nous a vraiment donné d'intelligence en moins. Quand tu demandes un uniforme dans ça, il va te donner les explications. Ce qui est bon dans ce projet. Et moi, je suis dans les Bâches, je connais ce qui ça fait rentrer dans la commune des Rio. Beaucoup. Mais les femmes, ils avaient de l'argent, mais ce n'est pas comment il faut virer ton argent, 10 francs là. Un Tcholoma,
quand ils ont assis au moins quelques mois, là, il y a eu de 40 et quelques millions, ils sont posés, comptés comme ça, c'est l'argent propre. Ils prennent des crédits là-bas, allaient faire leur besoin et puis ils reviennent bouger. Oui, 40 000 et quelques. Sans un financement de quelqu'un. Entre elles. C'est eux-mêmes. Voilà l'avantage que moi j'ai vu. Vraiment, c'est très important. C'est pourquoi on est content de cet projet. Pas parce qu'ils sont venus donner de l'argent, mais ce qu'ils ont donné là, c'est plus que l'argent. Chaque personne sait où il voit. Voilà pourquoi on est vraiment pleinement d'accord. On est fiers de ça. Je suis un bénéficiaire dans ces projets-là, dans les groupes-là. J'ai au moins 3 cotisations dans ces groupes. 10 groupes là, moi je finance dans les 3 là. Dans 3 groupes? Oui, j'ai cotisé dedans. Donc je sais vraiment ce qui ça rentre dans les intérêts que nous gagnons. Et qu'est-ce que vous menez comme activité génératrice de revenus? Bon, c'est moi. En tout cas, bon, j'ai beaucoup d'activités quand j'ai commencé à faire. Mais j'ai pris ça. Je vais faire ouvrir petit restaurant aussi. Ça marche. Des commerces. Bon, je commence à pédaler un peu pour avoir une activité qui est un peu hauteur que ça, mais ce n'est pas encore prêt. Voilà, ce n'est pas encore prêt. Comme on avait commencé tout récemment là. C'est le début? Voilà, c'est le début. Vous espérez faire grand? Ce que moi je pense même dans mon cœur à faire, je sais que si on continue comme ça, je peux tout avoir. Parce que pourquoi on n'est pas resté? Même si le projet, il est fini, et j'ai dit tous les communiqués là, le reste on va continuer. Comme ce n'est pas de l'argent que tu es ailleurs venu nous donner, c'est l'entreprise qu'ils sont venus nous donner. Donc j'ai dit, il n'y a qu'à continuer, on va continuer à faire. Même si on a trouvé des partenaires qui vont venir, les projets qui vont venir nous accompagner aussi, ça va venir trouver que nous, on est vraiment un pas, il peut nous aider beaucoup de choses. Donc vous souhaiterez, s'il y a la possibilité que le projet soit reconduit pour davantage soutenir à vos côtés? Si c'est à côté de moi, en tout cas, mais pour finir là, je ne veux pas. Mais comme on n'a pas le choix, c'est un mandat qui est déjà signé, et quoi faire? On est obligé d'accepter, mais on demande toujours, si vraiment ils ont un appui, on n'a qu'à vraiment nous aider. C'est l'expérience là que moi je parle. Voilà. Si c'est de l'argent, on allait bouffer ça comme ça, on ne sait pas où ça vient, c'est pour aller bouffer, c'est pas bon. Mais comme on sait qu'ils ont donné des expériences, que nous-mêmes on prend notre propre argent pour faire une activité, on sait que vraiment c'est très bon pour nous. On ne va jamais laisser. Merci beaucoup. Nikema, là c'est du concret. Et comment on fait maintenant pour s'assurer de la pérennité des acquis? Oui, là il faut dire qu'il y a la vision de la durabilité de ce qu'on fait. Donc vous avez entendu un des bénéficiaires dit tout à l'heure qu'en fait ils sont tellement convaincus et c'est surtout ça, c'est un élément très important en fait dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que amener l'acteur qui était passif, qui ne pensait pas être un acteur de développement, c'est-à-dire qu'à être un convaincu et un acteur réel de développement. C'est surtout ça en réalité. Parce que l'argent, ce n'est pas de l'argent qui vient d'ailleurs ou on a mis à dessous. Non. C'est en fonction de ce qu'ils ont, qu'ils s'organisent à pouvoir épargner et pouvoir investir selon leurs besoins individuels. Alors, donc, dans le cas de ce que nous faisons, d'abord la ARM qui est là, donc c'est des zones d'intervention dans lesquelles nous intervenons. Donc, déjà, c'est des choses qui existent déjà et que nous allons continuer de suivre, notamment pour les AVEC qui continuent et qui souhaitent vraiment continuer. Et nous, on est là, l'équipe est là pour pouvoir les accompagner. Mais aussi, je pense que derrière en revenir, ça aussi dit qu'en fait, on a fait, c'est dans 2 régions, donc on a fait sur 6 sites. Donc ça prouve que c'est déjà bien en fonction des résultats qu'on a, mais c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire que c'est pouvoir un peu travailler, aller au-delà de ces 6 sites-là. Comme on fait, par exemple, pour que d'autres sites aussi puissent vraiment bénéficier, parce que le champ est vaste, on a parlé de plus de 800 sites déjà, donc vous voyez qu'il y a vraiment un grand défi. Donc c'est aussi au niveau des différents bailleurs, aussi des nouveaux partenaires, par exemple, de pouvoir travailler à ce qu'on puisse dupliquer cela dans d'autres zones et que ces cas soient des cas d'école
où des gens peuvent aller directement, pouvoir s'imprégner des réalités, pour pouvoir aussi facilement se l'approprier. Donc il y a ce travail qui est fait pour que déjà, ce qui existe déjà au niveau des 6 sites puisse être maintenu. Parce que là, dans ce cadre, la ARM est là, et donc c'est dans les zones d'intervention. On va continuer à faire le suivi progressivement, en espérant que ça puisse se passer. Mais déjà, parallèlement aussi, c'est de travailler à ce qu'on puisse avoir 2 acteurs pour consolider ce qu'on a eu déjà, les permettre de grandir et aussi dupliquer, parce que vous avez vu qu'à la fin du projet, vous voyez, il y a eu plusieurs demandes, des personnes qui voulaient qu'on crée d'autres avec pour qu'ils puissent venir. Parce qu'au départ, les gens étaient réticents. La demande est là. Oui, la demande est là, la demande est forte. Donc il faut aussi travailler. Il y a eu cette prise de conscience. Voilà. Parce que c'est réel. Et parce qu'ils ont vu déjà ce que les autres ont réalisé. Parce que là, vous dites non, peut-être que ce n'est pas sérieux. Vous avez la bonne dame qui arrive à avoir 2 chèvres, un bouc. Et vous voyez que finalement, en 6 mois déjà, elle peut avoir des petits. Et vous imaginez déjà en 6 mois ce qu'elle fait, en 1 an ce qu'elle va gagner. Donc si vous étiez aussi dans la dynamique, c'est sûr que vous allez bénéficier. Donc ça, déjà, ce besoin-là est là. Et la demande, elle est très forte. Donc c'est du travail vraiment. Et les équipes que nous avons vont travailler vraiment à pérenniser déjà ce qu'il y a. Mais surtout, l'objectif, c'est d'aller au-delà, de pouvoir aussi l'agrandir. C'est-à-dire que dupliquer ça sur d'autres sites, dans d'autres villages, pour que de façon générale, on puisse avoir vraiment un impact considérable. Parce que imaginez-vous déjà, si dans ces villages-là, ça veut dire 6 villages, vous voyez ce que ça fait. Des femmes, ouais, et c'est touchant, des femmes. C'est-à-dire que ça montre qu'il y a un besoin au niveau des centres de santé. Sûrement, elles sont restées là pendant des dizaines d'années sans pouvoir avoir ce changement-là qu'elles souhaitaient, parce que c'est elles déjà qui... Parce que si les enfants sont malades, ce sont nos mamans qui vont avec elles. Absolument. Souvent, elles-mêmes, pour les cas de maternité, elles vont dans ces centres de santé, mais elles attendaient que le salut vienne d'ailleurs. Elles-mêmes, elles peuvent être leur propre salut. Et déjà, vous voyez qu'elles-mêmes, elles ont pu, déjà, avec de l'argent qu'elles ont pu générer, aller équiper les centres de santé avec des matelas. Donc ça, c'est un message très fort. Et donc, imaginez si dans chaque village, c'est-à-dire il y a de telles initiatives. C'est sûr qu'en fait, le développement va venir, et surtout par la base. Et c'est surtout ça. Parce que le développement qu'on imagine au niveau macro, il est bien, mais pour qu'il puisse être vraiment accessible au niveau de chaque concession, au niveau de chaque milieu, c'est difficile. Mais si le développement vient de la base, je pense que c'est l'un des meilleurs développements, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Madame Cabré, il y a donc absolument une nécessité de penser à une mise à l'échelle. Si. Et la famille sera la première prenante de cette initiative parce que c'est vraiment un cas d'école. Et ce qui se passe habituellement, c'est que l'aide vient d'ailleurs. Mais là, ce sont les communautés elles-mêmes qui s'engagent à changer leur lendemain. Donc, je pense que c'est une très belle initiative que je dirais même que l'État même devrait accompagner, en plus des partenaires, des autres partenaires, voilà, pour que nous puissions les implémenter dans tous les villages. Pas seulement au niveau des sites miniers artisanaux, mais dans tous les autres secteurs d'activité. Parce que présentement, dans presque toutes les localités du Burkina, il y a ce besoin-là. Et avant, on attendait que ça vienne de l'autre côté. Mais s'il y a de telles initiatives qui peuvent permettre à l'individu elle-même de se développer, parce que ça augmente, comment dirais-je, la confiance en soi, voilà, l'estime en soi. C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, je peux impacter la vie autour de moi. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Donner du matériel à un CSPS, M. Ninkiema l'a dit, c'est très fort. Alors que les mêmes femmes, peut-être que les mêmes femmes ont eu des parentes qui ont perdu la vie par manque de manque de soins, par manque de petites choses. Mais si elles-mêmes, elles sont sensibilisées, elles peuvent contribuer au développement même de leur propre village. Je pense que c'est une très bonne initiative à développer un peu partout. Et je crois que par les mérites de ce canal, plusieurs personnes, plusieurs bailleurs, plusieurs organisations vont entendre le message et chacun va essayer de son côté vraiment pour dupliquer ça, pour que nous puissions combattre la pauvreté. Parce que maintenant, ça ne va plus venir de l'extérieur. Il faut que nous-mêmes, nous arrivons vraiment par des initiatives, des mécanismes pareils pour nous prendre en charge. Je pense vraiment que c'est une très bonne chose à faire. Merci, Madame Cabré. Monsieur Dira, dans cette dynamique, quel peut être le rôle de l'État? Oui, le rôle de l'État est central dans cette dynamique parce que vous verrez que là, ce qu'on a apporté est peut-être
minime, c'est-à-dire une petite goutte qu'on a apportée et le besoin est encore plus grand que cela. Mais déjà, nous saluons véritablement l'accompagnement des services étatiques tout le long de la mise en œuvre de notre projet qui ont été impliqués sur toute la ligne. Depuis la phase préliminaire du projet jusqu'à sa clôture, jusqu'à ces instants où nous échangeons, nous avons toujours eu la présence des services techniques de l'État pour nous. Et pour nous, c'est une approche qui permet justement à ces décideurs de comprendre comment ce sous-secteur évolue, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer également à l'améliorer. Et ça, déjà, je pense que le message est bien passé parce qu'on l'a vraiment fait en concert avec leurs contributions. Alors, pour aller à une grande échelle, comme vous l'avez dit, l'État, à travers, par exemple, la stratégie nationale de finances inclusives, les services vers lesquels nous allons bientôt nous approcher également pour partager cette expérience afin que la question de l'exploitation minière artisanale soit prise en compte dans cette stratégie nationale-là, parce qu'il s'agit pour nous de commencer à travers de petites actions, mais qui peuvent poser un grand impact. Comme le dit le nom de notre ONG Impact, donc je pense que nous sommes dans cette dynamique. Non, je peux rassurer Mme Cabré que Impact, à travers cette expérience avec ARM, est totalement ouverte à partager comment est-ce que les choses se sont passées. Monsieur Dabéré le disait, c'est un projet qui avait été expérimenté pour la première fois en RDC au Congo. À la clôture, nous avons reçu justement un collègue qui est venu du Congo qui nous a félicité parce que nous avons nettement mieux réussi la mise en œuvre du projet ici que ça l'a été là-bas. Et nous espérons vivement que tous ceux qui vont s'inspirer de ce qu'on a fait dans cette première phase puissent également mieux réussir que nous, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit, aller de mieux en mieux. Et Mme Cabré, nous étions à 80% de femmes, plus de 1300 membres mobilisés, mais je ne sais pas, je pense que les hommes vont rééquilibrer un peu la balance d'ici là, vu les résultats, vu les impacts qui se sont fait quand même sentir. Alors, merci beaucoup. Monsieur Zagré, aujourd'hui, pour vous, comment on peut véritablement faire en sorte que d'autres communes, pour l'instant, ils sont que le projet a été mis en œuvre que dans quelques sites, dans quelques communes, au Burkina, c'est plus de 300 communes. Comment aujourd'hui faire en sorte que les autres puissent aussi bénéficier de cette approche? Ok, merci. Pour que les autres puissent bénéficier de cette approche, alors nous, en tout cas, nous essayons de faire le plaidoyer pour qu'on puisse en tout cas l'implémenter dans les autres communes. Les bénéficiaires l'ont souligné. Ici, il s'agit d'un projet atypique. Et Madame l'a également souligné. Elle a dit qu'il ne s'agit pas pour ce projet de venir distribuer des ressources ou donner quelque chose, mais ce projet est venu révéler à nous ce qui existe. Et c'est ce développement que nous souhaitons, le développement endogène. Ce projet est venu les former, renforcer leurs capacités et leur dire qu'eux-mêmes, ils sont leur propre solution. Ils l'ont compris. Et pour vous dire que la mise en œuvre de ce projet-là aura des impacts dans les autres communes. Ils l'ont dit à la fin du projet, à la clôture, ils avaient mis en place 54 avec. Et à la fin du projet, il y a 19 nouvelles avec qui étaient en tout cas à la porte, qu'ils ont accompagnées pour dire que par l'effet de boule de neige, en tout cas, c'est en train de prendre les autres communes, les autres communautés qui vivent dans les mêmes conditions que nos communautés. Alors, Monsieur Nikema, la mise en œuvre d'un projet, c'est aussi des péripéties, c'est des difficultés. Est-ce que vous en avez rencontré? Oui, les difficultés, ça ne manque pas. Vous avez vu déjà quand la prise de contact déjà. La prise de contact déjà, il faut instaurer la confiance. Et puis surtout quand il s'agit d'argent, surtout, les gens sont un peu réticents parce que par le passé, il y a eu de mauvaises expériences. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Donc certaines personnes se sont fait gruger. Voilà. Et donc systématiquement, quand vous revenez avec la communauté, donc d'accord, il faut travailler d'abord à instaurer la confiance. Il faut accepter que ça puisse prendre du temps pour pouvoir construire ce qu'on souhaite vraiment faire. Donc ça, c'est un élément aussi qui a permis, ça nous permet de renforcer nos expériences, mais en termes qui sont considérés comme des difficultés, en été au niveau de la mise en œuvre du projet. Et aussi, il faut dire que en termes de difficultés aussi, c'est-à-dire qu'il faut travailler à ce que les cycles, par exemple, puissent coïncider avec les besoins aussi.
Donc ça, il y a eu un besoin aussi de réadaptation qui permet de contextualiser en réalité le travail. Ça aussi, au départ, il fallait vraiment d'abord discuter avec les acteurs, comprendre par exemple, les cycles fonctionnent comme ça, mais comment on fait pour réajuster ces cycles-là pour que ça puisse coïncider au moment où ils ont vraiment besoin d'argent. Parce que pour faire des cycles, au moment où ils ont de l'argent, ce n'est pas le moment où ils auraient souhaité l'avoir. Donc du coup, ça fait que vous allez les mettre à disposition de l'argent, mais ce n'est pas le moment où ils puissent investir. Et en ce moment, si vous ne faites pas attention, ils vont l'utiliser, mais pas pour l'investissement. Donc ça aussi, c'est un travail qu'il fallait asseoir, prendre en compte beaucoup de dimensions pour pouvoir travailler et réajuster ces éléments-là. Et donc c'est pour dire que le plus grand défi, c'était de le contextualiser, parce que comme on l'a dit, c'était déjà mis en œuvre au Congo. Donc il fallait travailler pour que, en réalité, l'idée demeure, mais en réalité, on puisse l'habiller avec, je le dirais entre guillemets, un faisceau d'Afani, voilà, avec du faisceau d'Afani, pour que ça puisse refléter nous, notre besoin, nos réalités, nos cultures et la culture de nos communautés. C'était ça vraiment le grand enjeu. Et je pense qu'aujourd'hui, si on regarde ces résultats, c'est parce qu'on a réussi ça en réalité. Mais au départ, il fallait prendre du temps et puis faire le travail en réalité pour pouvoir enclencher le processus. Hormis ça, je ne dirais pas qu'il y a eu vraiment de grandes difficultés comme ça. Voilà. Et surtout qu'on a eu l'accompagnement des différents acteurs. Derrière le disait tout de suite, on a eu l'accompagnement des services techniques de Concentré. Vous avez le président de la délégation spéciale de Réau, le président de la délégation spéciale de Kion, de Corsimoro. Donc on a eu vraiment l'appui, l'accompagnement des premières autorités au niveau local, mais aussi au niveau des différents services au niveau central, notamment avec le ministère des Mines et des Carrières, aussi les autres services de façon transversale qui nous ont accompagnés. Donc ça, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas beaucoup senti de difficultés parce qu'il y a eu une synergie d'action dans la mise en œuvre de ce projet-là. Merci beaucoup. Alors, le projet aussi a été mis en œuvre dans un contexte où l'État avait pris des mesures pour fermer les sites d'orpaillage. Est-ce que cet état de fait n'a pas impacté la dynamique? Oui, et puisqu'en réalité, on est dans un cadre légal, donc il faut se conformer aux dispositions légales en vigueur. Mais ce qui est intéressant, puisqu'on a travaillé avec les communautés. Voilà, donc du coup, ici, il faut entendre communauté minière artisanale Piteshet. Donc les communautés, en réalité, c'est-à-dire que c'est au-delà, ça va même au-delà des sites. Voilà, donc vous avez des gens qui sont dans le village, qui bénéficient des sites miniers artisanaux, mais en réalité, ce n'est pas forcément que c'est lié juste aux activités de la mine artisanale Piteshet. Donc il faut voir, entendre par la communauté. Donc du moment où les sites sont fermés, mais les communautés sont là, donc ça travaille. Et vous voyez que, par exemple, c'est des réunions hebdomadaires et les réunions se font dans des endroits bien identifiés, donc qui n'ont pas un lien direct avec l'exploitation sur le terrain en temps réel. Donc, ce qui a fait qu'en réalité, ça a tenu un peu les périodes, je peux dire, de ralentissement des activités liées un peu aux différentes fermetures qui sont initiées par l'administration, même si on trouve qu'on peut ces fermetures peuvent être réajustées. Voilà, ce n'est pas leur type de truc, mais je pense qu'il y a des stratégies plus adaptées en ce qui concerne ces fermetures-là, qui les permettra aussi de pouvoir, on voit un peu l'enjeu qui est tous derrière, qui les motive à fermer, mais nous pensons qu'on peut atteindre ces enjeux-là en procédant autrement, voilà, en procédant autrement sur les questions de fermeture. Parce que même aujourd'hui, je vois que les sites sont en train d'être fermés un peu partout, et donc pour nous, on dit qu'il faut fermer les sites qui sont dans les zones rouges. Ça, c'est non négociable, on est tous d'accord. Mais vous savez, quand les sites qui se trouvent dans les zones rouges sont fermés, vous avez des artisans qui migrent vers d'autres sites qui sont un peu plus résilients. Alors, quand on vient fermer ces sites, vous imaginez le nombre de personnes, on parle de 2,5 millions de personnes, avec 5 millions environ de personnes qui vivent de cette activité. Quand vous fermez ces sites, vous voulez que cette activité, ces acteurs-là fassent quoi? Qu'ils rentrent où? Et qui peut les prendre en charge? Et donc, en fait, ça peut créer l'effet inverse voulu. Donc, pour nous, il est logique qu'ils fassent faire le mapping. Moi, je pense qu'il y a des hauts commissaires, des préfets. Ils connaissent à peu près le nombre de sites qui se trouvent dans les localités. Les sites qui sont dans les zones mitoyennes, aux zones rouges, il n'y a pas de débat. On est tous conscients que c'est pour notre propre sécurité, c'est pour notre suivi, on est d'accord. On peut les fermer. Mais il y a des sites qui sont au cœur, qui sont dans des endroits vraiment sécurisés. Il faut travailler plutôt à sécuriser ces sites qu'à les fermer. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est une idée que j'aimais. Si on a pu créer des VDP pour protéger les villages, on peut trouver des VDP pour protéger les sites. Parce qu'en réalité, c'est aussi une autre forme de résilience. C'est-à-dire ne pas amener cette condition sécuritaire-là à nous amener à fermer tous nos sources de revenus et à mettre tous nos acteurs au chômage. Ça va créer un autre problème. Et ce problème, je ne suis pas sûr qu'on soit à même de pouvoir
vraiment les résorber. Mais il y a des stratégies et nous sommes ouverts, nous sommes discutés pour proposer. Parce qu'il ne suffit pas de dire non, ce n'est pas bien. Nous savons pourquoi ils le font. C'est pour une question de sécurité. On est tous d'accord qu'on a besoin de la sécurité pour travailler. Mais la réalité est que les groupes armés infiltrent aussi les sites miniers. Oui, mais en réalité, on le dit, ils infiltrent les trucs. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de dispositifs sécuritaires. Aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je pense que cette situation doit nous amener à être vraiment, c'est-à-dire que proposer des solutions et anticiper certains événements. Les sites sont restés sans protection. Pour pouvoir avoir des protections, il faut avoir une AEA ou une convention pour pouvoir bénéficier des services de sécurité, pour pouvoir vous sécuriser votre site. Mais aujourd'hui, il y a combien de sites miniers artisanaux qui ont des autorisations ou qui ont des conventions? Ça c'est un problème. Et ce n'est pas parce qu'il y en a. Il y a des sites qui veulent avoir des conventions, qui veulent avoir des AEA, mais qui n'arrivent pas à avoir ces AEA. L'administration même n'arrive pas souvent à donner des AEA. C'est quoi les AEA, rapidement? C'est l'autorisation d'exploitation artisanale, qui n'arrivent pas à les avoir. Et donc, ça fait que ces sites sont restés à eux-mêmes sans un dispositif sécuritaire. Alors que moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'ONACIM, le ministère de la Sécurité, le ministère des Mines, avec des acteurs comme nous, on peut s'asseoir pour trouver une formule de sécurisation de certains sites. Voilà. Et ces sites-là, si on les protège, les acteurs même seront informés. Et je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de meilleurs acteurs qui peuvent mieux renforcer le renseignement que les artisans miniers eux-mêmes. Parce que par la nature de leurs activités, et par la situation géographique des sites miniers artisanaux, c'est des acteurs en réalité qui peuvent vraiment accompagner l'État dans la sécurisation de notre territoire pour la suivi de la nation. Merci beaucoup. Monsieur Dera, si l'État devrait assumer aujourd'hui le leadership d'une dynamique de mise à l'échelle du projet, à quoi peut ressembler tout de suite le mécanisme de départ? Alors, le mécanisme de départ pour aller à une grande échelle, c'est comme je dis, c'est déjà en se référant à la stratégie nationale de finances inclusives. Parce que ce sont des acteurs qui sont exclus. Donc, il faudra, à travers cette stratégie d'inclusion financière, là, de prendre en compte de ces acteurs, de sorte à ce qu'on puisse dupliquer cela à une très grande échelle. Déjà, pour nous, une perspective, c'est déjà d'aller en contact avec les institutions de microfinance, ou en tout cas d'aller à une échelle encore plus élevée qui est le niveau bancaire. Voilà. Et je pense que l'État, en termes d'accompagnement, à travers peut-être le ministère des Mines, mais également le ministère de l'Économie et des Finances, c'est d'allouer un espace de concertation, un espace d'échange, de sorte à ce qu'on puisse arriver à trouver une ingénierie financière qui résolve ce besoin de ces acteurs-là au sein d'une stratégie nationale. Parce qu'il ne s'agit pas de le faire de façon isolée, mais vraiment regrouper ça au sein d'une approche globale. Merci. On est en train de finir. Monsieur Nikema, un dernier mot avant de nous quitter. D'accord, merci. Je remercie déjà tous les partenaires. Je remercie Impact pour la confiance placée à ARM pour pouvoir ensemble mettre en œuvre ce projet. Je remercie la FEMIP, notre partenaire de tous les jours, les services techniques de Concentré, les présidents au niveau des délégations spéciales qui sont avec nous, le ministère des Mines et des Carrières. Et le message que nous voulons lancer, la mine artisanale Peter Shell au Burkina est une opportunité avec des défis majeurs. Si nous acceptons de l'assumer et de tous nous orienter vers des solutions pour relever ces défis, nous ferons de la mine artisanale Peter Shell un levier de développement local. Et c'est l'un des meilleurs développements parce que c'est un développement qui viendra depuis la base vers là-haut. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Zagré. À mon tour, je vais dire merci aux deux ONG qui ont contribué à la mise en œuvre du projet Fondation pour la paix dans le secteur de l'extraction artisanale de l'or au Burkina Faso. Et dire également merci à madame qui est venue animer avec nous ce plateau. Pour dire également merci. Merci également aux artisans miniers qui étaient les bénéficiaires directs de ce projet qui nous a accompagnés ici. Merci à mes collègues. Je veux dire le président de la délégation spéciale de Thion et monsieur le président de la délégation spéciale de Corsimoro qui sont là avec nous ce soir. Merci beaucoup. Madame, oui. Un dernier message. Ok, je pense que je vais emboîter le pas de M. Nikema. Il faut vraiment que l'État se penche vraiment sur ce secteur-là pour renforcer l'organisation et permettre de nouvelles opportunités.
Parce que nous savons bien que les mines industrielles seules ne peuvent pas développer notre pays, vu que les revenus miniers, le Burkina c'est un pays, tous les jours on a de nouvelles priorités, tout est prioritaire. Maintenant, comment faire pour vraiment engager de la ressource propre à nous-mêmes pour pouvoir développer nos secteurs? Donc je pense que l'État gagnerait vraiment à revoir. Et la JAM a eu des recommandations, je crois bien. C'est peut-être déjà commencer à mettre en œuvre ces recommandations. Parce que les artisans miniers demandent chaque fois des couloirs. Moi, je pense que ce n'est pas impossible. C'est une question de volonté et d'anticipation et de vision. Je pense que si l'État fait ça, ça sera plus réglo, comme on le dit, et puis tout le monde gagne. Les communautés vont gagner, les artisans miniers vont gagner, l'État aussi va gagner. Donc, vraiment, c'est ce message que j'ai. Merci beaucoup, Madame Cabri. Rapidement, un mot de façon globale sur votre structure, l'association. D'accord. L'Association des femmes du secteur minier du Burkina est une association qui existe depuis 2004. Elle regroupe des femmes qui travaillent dans le secteur minier ou qui ont un intérêt particulier. Donc, nous avons des membres qui fournissent les biens et services miniers. Nous avons des membres qui sont des techniciens, des géologues, des métallurgistes. Nous avons des membres qui sont des administratives aussi, comme moi. Nous avons des membres qui sont des étudiantes. Et voilà, c'est toutes des femmes. Et nous avons un réseau au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui a été mis en place sous la houlette de l'UMOA en 2015. Et ça s'appelle WIMOA, Women in Mining of West Africa, dont la coordination est assurée par le Burkina Faso. Et au niveau continental, nous avons à Wima, nous faisons partie également. Donc, nos activités, c'est entre autres la sensibilisation et la communication pour le changement de comportement. Et ces quelques dernières années, nous avons engagé l'autonomisation financière des femmes des communautés minières. Je retiens que vous avez cité tous les corps sauf les journalistes, mais ce n'est pas grave. Rapidement, une petite présentation de l'ARM. D'accord, merci bien. Il faut dire que ARM, c'est l'Alliance pour une mine responsable, qui est une ONG créée en 2004 en Colombie et qui a pour objectif de travailler à la promotion d'une mine artisanale et petite responsable. Responsable en prenant en compte les trois dimensions, notamment l'aspect organisationnel. Donc, c'est de travailler à ce qu'on puisse avoir des cadres organisationnels pour accompagner ces artisans miniers et qu'ils puissent s'insérer dans un format acceptable et aussi en conformité avec les législations en matière et les standards au niveau international. Aussi, la promotion des techniques et technologies appropriées, responsables, qui atténuent les impacts négatifs sur l'environnement. Aussi, la promotion des droits humains. Et enfin, la troisième dimension, c'est de travailler à ce que cette production puisse intégrer une chaîne de consommation responsable, voilà, donc formelle, avec de la traçabilité. Et donc, c'est un peu ça le rôle et les missions qui sont assignées à ARM et qui, aujourd'hui, au Burkina Faso, travaille au Burkina Faso depuis 2013, avec un bureau installé en 2019, et avec aussi une représentation en Europe. Donc, on a ARM Colombie, ARM Europe, ARM Burkina. Voilà. Merci beaucoup. Rapidement, l'ONG Impact. Oui, l'ONG Impact est une ONG canadienne qui a plus d'une trentaine d'années d'expertise sur les questions liées à l'exploitation minière artisanale sur différentes ressources, qui est surtout orientée à l'ouverture vers des chaînes d'approvisionnement responsables existantes dans plus de 6 pays. Et en termes de ressources sur lesquelles nous menons nos recherches et nos approches, par exemple, dans certains pays, il a été question du diamant, il a été question du cobalt, du 3T et bien d'autres ressources. Et la vision globale vraiment de Impact, c'est de faire tenir compte de cette spécificité de l'exploitation minière de toutes ces ressources dans l'approche, en intégrant au centre de tout ceci l'intérêt des communautés à la base. Parce que tout doit partir de la base pour qu'on arrive à une solution endogène. Et je pense qu'à travers ce projet pilote que nous avons mis en œuvre ici au Burkina Faso, l'expérience est vraiment concluante. Le centre de synergie a bien fonctionné avec l'Alliance pour une mine responsable. Et nous avons eu une bonne collaboration avec l'AFEMIB ici présent et bien d'autres structures. Et nous pensons que ce sont des motifs de satisfaction qui peuvent vraiment nous orienter à aller de l'avant. C'est l'occasion également pour nous de remercier le bailleur de fonds, voilà, parce qu'on a, dans la mise en œuvre de ce projet, on a bénéficié de l'appui d'un fonds canadien qui est Affaires mondiales Canada,
qui a également sa première expérience d'accompagnement d'un projet dans le secteur de l'extraction minière artisanale à petite échelle. C'est pour dire que de plus en plus, en tout cas, nous avons des partenaires techniques et financiers qui prennent conscience de la nécessité d'accompagner une meilleure organisation de ce sous-secteur-là. Parce que mieux ce secteur de l'exploitation artisanale est organisé, mieux les investissements à une autre échelle sont sécurisés et mieux au niveau national c'est sécurisé. En termes d'approche, je ne vais pas répéter ce que M. Nikema vient de dire, mais c'est vraiment d'inviter les uns et les autres à s'approprier de la problématique, d'arrêter de regarder la problématique de loin, de simplement décrier, de simplement déplorer, mais il faut qu'on soit tous orientés solution. Parce que quand un problème existe, c'est parce qu'il y a une solution. Et mieux, nous qui avons peut-être cette ressource, j'allais dire, je ne sais pas, je vais dire intellectuelle ou quoi, mais en tout cas qui avons fait ce tour à l'école, qu'on puisse s'investir véritablement à apporter la solution à cette population qui est véritablement notre population, qui est la communauté minière de façon générale, la population nationale. Merci beaucoup. Monsieur Dera, rapidement, on va donner la parole aux bénéficiaires. Un dernier mot. On est en train de finir l'émission. Bon, je remercie les projets, également nos préfets qui nous accompagnent depuis. Je les remercie. Ce qu'ils nous demandaient, il n'a qu'à essayer de nous accompagner. Pas de l'argent. Chaque jour, il n'a qu'à vraiment faire un effort, venez nous rappeler que vraiment ils sont en route bientôt. Voilà, c'est ce que moi je demande. Je les remercie beaucoup. Mais ce n'est pas, il ne faut pas laisser ce qui tu as commencé, il faut continuer à ton activité, les autres communes. Merci beaucoup. Voilà. Bon, si on termine sans tenir compte du genre, je pense que Mme Cabré va nous tirer les oreilles à la fin. Voilà. Rapidement, déjà un mot sur le projet. Sabre, réunion amana nere la tono wansingra akayina naya la mama otoa ton ratati son taba nzem senta toro to la bagi ton me moroga dame bilfo la nye am salam pae esomi ton anchelam ba ton otoa arekana nay la ton me pura wende la songa taba ta toro to la yankaenda ton mi mana bilu to bala nzemse. Merci beaucoup. Ça sera donc le mot de fin de cette émission. Je rappelle que j'étais avec Désiré Nikiema, il est le coordinateur Afrique de l'Ouest de ARM, l'Alliance pour une mine responsable, porteur donc du projet en collaboration avec l'ONG Impact qui est représenté ce soir par son point focal, Amadou Dera. On était également avec Lucie Kabri-Kaboré, présidente de l'Association des femmes du secteur minier du Burkina, puis avec Siaka Zagré, il est le président de la délégation spéciale de Réau. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une autre émission. Bonsoir.